permettez-moi de vous présenter un cas clinique de néphrologie pédiatrique. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 10 mois, admise pour un syndrome œdémateux. Elle a comme antécédents familiaux 2 sœurs suivies pour une encéphalopathie familiale. Comme antécédent personnel, elle est issue d'une grossesse menée sans complications, l'échographie morphologique était normale, elle est née à terme par voie basse avec une bonne adaptation à la vie extra-utérine, Apgar 9-10. À la naissance, elle était eutrophique avec un poids à la naissance de 3,550 kg, une taille de 50,5 cm et un PC normal à 35 cm. Par ailleurs, elle a présenté un retard des acquisitions psychomotrices. À l'examen, le poids était à 6,5 kg, soit entre -3 et -2 ds, la taille à 64 cm à -3 ds, le périmètre crânien à 37 cm à -3 ds, elle avait une dysmorphie faciale, des œdèmes palpébraux et des œdèmes des membres inférieurs blancs mous gardant le godet, une tension artérielle à 85-55 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 80 battements par minute, l'auscultation cardio-pulmonaire était normale. Elle avait par ailleurs une hypotonie généralisée, un nystagmus vertical. Ses organes génitaux externes étaient de type féminin infantile. Ses urines étaient claires, mais au labstix, il y avait une protéinurie large à 4 croix et une hématurie à 1 croix. Devant ce tableau, quel diagnostic évoquez-vous? Vous avez bien sûr la possibilité de répondre via Slido. Les propositions sont, vous voyez les propositions qui s'affichent. Devant ce tableau, quel diagnostic évoquez-vous? Un syndrome néphrotique pur primitif, une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, un syndrome néphrotique congénital, une hypothyroïdie ou un syndrome néphrotique infantile. Vous avez encore 24 secondes pour répondre. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vous pouvez vous inscrire sur Slido pour pouvoir répondre au quiz. Donc, vos réponses, aucun n'a répondu syndrome néphrotique pur primitif. Vous avez raison, à 10 mois, on ne peut pas avoir un syndrome néphrotique primitif. La deuxième proposition, glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, c'est vrai qu'il y a des signes d'un syndrome néphritique aigu, les œdèmes, l'hématurie et la protéinurie, mais ce n'est pas du tout l'âge ni le tableau d'une GNA. Pour le syndrome néphrotique congénital, il ne s'agit pas d'une proposition correcte, car le syndrome néphrotique congénital survient entre l'âge de 0 à 3 mois. L'hypothyroïdie, bien sûr qu'il faut l'évoquer devant un nourrisson qui a une hypotonie. Et le syndrome néphrotique infantile, il faut aussi l'évoquer, car il y a des œdèmes avec une protéinurie au labstix, ce qui évoque l'origine rénale, et l'enfant est âgé de 10 mois, c'est-à-dire entre 3 mois et 1 an, ce qui est l'âge du syndrome néphrotique infantile. Donc les deux propositions sont l'hypothyroïdie et le syndrome néphrotique infantile. Quelle exploration demandez-vous dans cette situation? Vous pouvez répondre au quiz. Les propositions sont électrophorèse des protéines, protéinurie sur créate urinaire sur échantillon, créatinine, bilan thyroïdien et complément sérique. Vous pouvez bien sûr rejoindre Slido pour répondre au quiz. Donc, ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vous pouvez toujours vous inscrire pour répondre au quiz et vous avez encore 20 secondes. Encore 8 secondes. Donc, les réponses exactes sont, comme a répondu la majorité, l'électrophorèse des protéines et la protéinurie sur créate sur échantillon, bien sûr, puisque nous avons évoqué un syndrome néphrotique. Donc, puisque le diagnostic est biologique, il faut rechercher l'hypoprotidémie et l'hypoalbuminémie à l'électrophorèse des protéines. Il faut quantifier la protéinurie. Il s'agit d'un nourrisson, donc on ne va pas pouvoir
collecter forcément les urines de 24 heures. On pourra calculer le rapport protéinurie sur créate sur échantillon. Il faut bien sûr évaluer la fonction rénale en demandant la créatinine et faire le bilan thyroïdien puisque nous avons évoqué une hypothyroïdie. Le complément sérique n'est pas nécessaire chez cette patiente puisque la GNA post-infectieuse est exclue. Voici les résultats des bilans biologiques initiaux demandés. À l'EPP, elle avait une protidémie à 43 g par litre, une albéminémie à 21 g par litre, des gamma-globulines à 3 g par litre, une protéinurie sur créate sur échantillon à 4,2 g par gramme, une créatinine sanguine à 23 micromoles par litre, soit une clairance de la créate à 101 ml par minute par 1,73 m² de surface corporelle, une TSH à 1,9 et une FT4 à 1,25 ng par décilitre. Dans quel diagnostic retenez-vous parmi l'hypothyroïdie ou le syndrome néphrotique congénital? Vous avez encore 20 secondes pour répondre au quiz via Slido. Encore 20 secondes pour répondre. Nous avions évoqué l'hypothyroïdie et le syndrome néphrotique infantile. Au vu des résultats des explorations demandées, lequel allez-vous retenir? La réponse exacte est le syndrome néphrotique infantile. Pour ceux qui ont répondu le syndrome néphrotique congénital, nous l'avions d'emblée exclu puisque la patiente est âgée de 10 mois et le syndrome néphrotique congénital survient entre l'âge de 0 et 3 mois. L'hypothyroïdie est exclue aussi puisque le bilan thyroïdien est normal. Donc nous sommes en face d'un syndrome néphrotique infantile. Question suivante. Quelle étiologie évoqueriez-vous devant ce syndrome néphrotique infantile? Les propositions sont syndrome de Dennis-Drash, syndrome Neil-Patella, syndrome de Frazier, syndrome de Galloway-Moat ou une cytopathie mitochondriale. Vous avez encore 20 secondes pour répondre au quiz via Slido. Les propositions sont syndrome de Dennis-Drash, syndrome Neil-Patella, syndrome de Frazier, syndrome de Galloway-Moat ou une cytopathie mitochondriale. Donc, pour le syndrome de Dennis-Drash, il s'agit d'une mutation du gène WT1 qui donne une atteinte rénale avec un pseudo-hermaphrodisme masculin et au cours de l'évolution un néphroblastome. Dans cette situation, il est exclu puisqu'il n'y a pas de pseudo-hermaphrodisme masculin chez notre patiente qui a des organes génitaux de type féminin infantile. Pour le syndrome Neil-Patella, il s'agit d'une onycho-ostéodysplasie héréditaire qui associe, comme le précise son nom, des anomalies des angles avec des lunules triangulaires, des anomalies des rotules qui sont hypoplasiques ou absentes, d'autres atteintes osseuses comme une exostose des ailes iliaques ou une dysplasie des coudes. Elle peut aussi donner une atteinte oculaire ou une surdité neurosensorielle. Chez notre patiente, nous avons exclu le syndrome Neil-Patella puisqu'elle n'a pas d'anomalie ni des rotules ni des angles. Pour le syndrome de Frazier, il est nécessaire de l'évoquer. Il s'agit aussi d'un syndrome par mutation du gène WT1 qui donne des organes génitaux externes de type féminin, mais avec un karyotype de type 46XY. Et il peut aussi donner un gonadoblastome. Le syndrome de Galloway-Moat, il faut bien sûr l'évoquer devant tout syndrome néphrotique, s'associant à des anomalies du syndrome
du système nerveux central, notamment chez notre patiente qui a une microcéphalie. Et la cytopathie mitochondriale, bien sûr qu'il faut l'évoquer, toute association illégitime de symptômes qui s'additionnent au cours du temps doit faire évoquer une cytopathie mitochondriale. Donc, les réponses donc, sont le B, C et D. Donc, comme on a évoqué un syndrome de Frazier, un syndrome de Gallo-Hémoate, une cytopathie mitochondriale, donc il faudra demander tous les examens qui ont été proposés. L'échographie rénale a montré des reins de taille normale, absence de masse tumorale intrarénale. On précise cela pour le syndrome de Dennis-Drash qui peut donner des néphroblastomes. La ponction biopsie rénale a été demandée et elle a montré une hyalinose segmentaire et focale au stade de collapsing. Le karyotype sanguin a été demandé devant la suspicion notamment d'un syndrome de Frazier et elle a montré un karyotype 46XX, ce qui élimine le syndrome de Frazier. Le bilan métabolique a été demandé et les lactates et le rapport d'oxyréduction étaient normaux. L'IRM cérébral a été demandé. Elle a montré, comme vous le voyez sur les images, une atrophie cérébelleuse, une dilatation des ventricules cérébraux et une atrophie de la substance cérébrale. Donc, quel diagnostic retenez-vous parmi le syndrome de Frazier, le syndrome de Gallo-Hémoate ou la cytopathie mitochondriale? Vous pouvez répondre via Slido pour le quiz. Vous avez encore 25 secondes pour répondre. Encore 10 secondes pour choisir vos propositions. Donc, nous avions proposé le syndrome de Frazier qui est éliminé par un karyotype 46XX. Le syndrome de Gallo-Hémoate paraît évident devant ce syndrome néphrotique infantile, l'atteinte du système nerveux central chez notre patiente. La cytopathie mitochondriale est bien sûr éliminée vu que le bilan métabolique est normal. Quelles autres anomalies recherchez-vous dans le cadre du syndrome de Gallo-Hémoate? Une anomalie des doigts, une hernie hiatale, une atteinte oculaire, une surdité neurosensorielle, une atteinte cardiaque. Vous pouvez répondre via Slido. Vous avez encore 20 secondes pour répondre. Donc, les réponses justes pour le syndrome de Gallo-Hémoate sont l'anomalie des doigts. En effet, il peut y avoir une arachnodactylie ou même des orteils larges. L'hernie hiatale qui est à l'origine de vomissements chez ces patients. Et l'atteinte oculaire avec même une atrophie optique et une cécité qui explique le nystagmus qu'on a observé chez notre patiente. Les réponses D et E ne sont pas justes. Complément d'examen, nous avions pratiqué un examen ophtalmologique avec fond d'œil chez notre patiente qui avait montré l'atrophie optique et donc la cécité et le nystagmus étaient expliqués par cette atrophie optique. Quelle exploration demandez-vous pour confirmer le diagnostic? C'est bien sûr l'étude génétique et l'étude moléculaire chez notre patiente ainsi que ses deux sœurs qui étaient suivies pour une encéphalopathie familiale non étiquetée a montré une nouvelle mutation du WDR27 à l'état homozygote. C'est une nouvelle mutation identifiée dans notre pays. Nous avons également une autre mutation chez une autre famille.
Donc, quel est le pronostic de cette patiente? Bien évidemment, les patients qui ont un syndrome de Galloway évoluent inéluctablement vers l'insuffisance rénale chronique terminale qui est la cause du décès. Et on va revoir ensemble les principaux signes du syndrome de Galloway-Moat. C'est une atteinte neurodégénérative qui est associée à un retard de développement général, une dysmorphie faciale avec microcéphalie progressive. Vous voyez là la photo de notre patiente qui avait une dysmorphie faciale particulière. Elle avait des lèvres épaisses, une lèvre supérieure en chapeau de gendarme, un hypertellorisme, de gros sourcils, des cils longs incurvés, une dépression bitemporale, un front bombant, des oreilles bas implantées, une racine nasale engraissée, des narines larges en lambeaux et un philtrome court et effacé. Le syndrome de Galloway associe également une atrophie cérébrale et cérébelleuse progressive avec atteinte extrapyramidale, une atrophie optique progressive, un syndrome néphrotique cortico-résistant avec évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Et le décès se fait par l'insuffisance rénale chronique terminale, d'autant plus précoce que l'installation du syndrome néphrotique est précoce. Je vous invite à voir cet article qui parle de notre patiente, de sa fratrie, et ainsi que d'une autre famille. Et deux nouvelles mutations ont été retrouvées chez ces deux familles pour le syndrome de Galloway. Merci pour votre attention.